Et les gars, il faut que je vous raconte un truc. Je crois que j'ai fait une connerie. J'ai fait une grosse connerie. J'ai attrapé un truc. Et en bourse, tout le monde te dira qu'il faut pas attraper un truc. Ouais. J'ai attrapé un couteau qui tombe. J'ai succombé à la technique millénaire du haut couteau qui tombe. C'est le cousin du haut couteau de cuisine. Regardez! La prise secrète enseignée à l'école au couteau de cuisine, celle qui pour son exécution exige la plus grande maîtrise. Oh bordel. Et donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui on va analyser l'action Worldline. Moins 37% depuis le début de l'année. Et ouais, le fameux couteau qui tombe. Donc voilà, c'est l'action qui est cotée à la Bourse de Paris, qui fait partie du CAC 40 et qui est éligible au PEA. C'est le quatrième plus grand acteur du paiement dans le monde. C'est le premier acquéreur marchand en Europe, le premier processeur de paiement européen. Il y a 18 000 employés dans cette entreprise. Sur les 18 000 employés, il faut savoir qu'il y a 7 000 ingénieurs. Ça fait une bonne capacité d'innovation. Et quand on parle de développement, on a des investissements annuels de 250 millions d'euros dans la recherche et développement. Donc ça, on aime. L'histoire de Worldline commence en 1973. Ça va faire quand même 50 ans. Qui remporte, il y a 50 ans, le tout premier contrat de traitement de transactions par carte. 1990, les premières solutions de paiement par Internet. 2014, IPO. 2018, Six Payment Service. Et devient le numéro 1 en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Finalise l'acquisition d'Ingenico et ils deviennent le quatrième acteur mondial des paiements et des transactions numériques. 2021, acquisition en Grèce, en Italie et dans les pays nordiques. 2022, ils vendent les activités terminaux. Et parmi les raisons de le vendre, plus Worldline allait grandir et devenir un acquéreur de premier plan en concurrence avec Global Payment, First Data, Nexi et tant d'autres, plus ce serait difficile pour ces grands acquéreurs de trouver que c'était une super idée d'acheter les terminaux à Worldline, et ce faisant de renforcer un de leurs premiers concurrents à peu près partout en Europe et de plus en plus dans le monde. Worldline annonce la finalisation d'une alliance avec la banque ANZ, commence à intervenir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Acquisition de 40% dans Online Payment Platform chez les Hollandais. Les dernières en date, donc une acquisition Banco Desio en Italie et une autre opération de rachat, Banca del Fucino, aussi en Italie. Le Crédit Agricole et Worldline entrent en négociation pour créer une joint venture de services pour les commerçants en France, dans la droite lignée de toutes les alliances et les acquisitions qu'ont fait Worldline par le passé en Europe, dans d'autres pays. Il faut noter qu'en septembre dernier, une émission obligataire a été émise de 600 millions d'euros à 5 ans. Cette émission, elle, va permettre à Worldline de continuer sa politique de croissance externe. Par ailleurs, Worldline avait réduit sa dette, donc entre cette émission obligataire et le remboursement, on est à 200 millions d'euros d'économie sur la dette. C'est dans longtemps, ça donne de la visibilité, ça donne du levier pour créer de la croissance. Worldline, donc une entreprise qui a une politique de fusion-acquisition. Ce qu'il faut retenir sur cette timeline, c'est que Worldline a absorbé tout un tas d'acteurs. Ça a créé un groupe très important au niveau européen en 2018. Et pour voir donc sa position mondiale, on a les plus grands acteurs mondiaux, Fiserv, First Data, FIS WorldPay, Global Payment T6 et Worldline Ingenico. Ce sont les 4 plus gros groupes mondiaux sur les services de paiement. Quand on parle des concurrents de Worldline, ce n'est pas ni Mastercard, ni Visa, même si c'est partiellement vrai, ni PayPal, ou encore American Express, ou des banques. Vous voyez, ce sont des entreprises qui sont des spécialistes du paiement, des entreprises en général dont on ne connaît pas l'existence, mais j'ai entendu ça et là des présentations qui présentaient Worldline comme le concurrent de Mastercard, Visa et Tutti Quanti. C'est faux, c'est pas du tout le cas, et pour le coup, ça pose un problème de comparaison. Et vous allez comparer par exemple les marges. Sauf que ça n'a aucun sens parce que là, vous comparez des choux avec des carottes. C'est important de bien délimiter le marché dans lequel opère une entreprise sur laquelle on va investir, parce qu'après, ça va permettre de faire des comparaisons. Si j'ai envie de comparer Worldline avec d'autres acteurs du marché qui sont cotés, et c'est là donc qu'on va comparer tout ce qui est marge, PER, etc., pour savoir, pour un peu positionner notre entreprise dans l'écosystème. Le paiement existe depuis toujours, c'est juste un vecteur dans les transactions, et il évolue au fil du temps. Sur ces dernières années, on arrive sur des évolutions qui sont très importantes. Alors, la Banque Centrale Européenne a présenté fin décembre 2022 son rapport Study of a Payment Attitude. C'est une étude qui a été réalisée à partir de données collectées sur les pays de la zone euro, donc il fait état de l'évolution des moyens de paiement électroniques et de l'impact de la crise Covid dans les usages européens. Donc la carte de paiement représente bel et bien la plus grande part des transactions en Europe.
46% en valeur, contre 42% pour les espèces. L'étude démontre également le succès des innovations liées au paiement. Donc, le sans contact, 41% à 62%. C'est un chiffre qui n'étonne personne, étant donné que c'est vraiment rentré dans les mœurs. 42% des transactions qui sont encore en espèces, ça signifie qu'il y a de la place pour au moins 42% des transactions. On va bientôt pouvoir faire toutes les transactions de façon digitale. Si on prend comme exemple... C'est mon accent qui vous fait rire? Mais non, pas du tout. Vous êtes raciste? Mais non, mais je vous jure que non. J'ai même longtemps vécu en Cochinchine. La Chine, vous n'avez quasiment plus de cash du tout en Chine. 99% des transactions s'effectuent grâce à une appli, à un wallet sur le téléphone, avec des QR codes, des applications, etc., etc. Donc là, vraiment, le sens de l'histoire, il est sur la digitalisation des transactions. Et ça tombe bien parce que Worldline, c'est le numéro 1 européen des transactions digitales. Le client passe sa commande au marchand. La gateway prend la requête de transaction du marchand. Il y a bien sûr des checks de sécurité et route ça à un acquéreur. Ce processeur, lui, il sait parler le langage de la transaction. Mastercard, Visa, American Express, carte bleue, etc., etc. Et donc du coup, il va transmettre à la banque toutes les informations de la transaction. Il va y avoir un fraud check à la banque. La banque va aussi vérifier si le client a l'autorisation du paiement. Si le paiement est autorisé, la réponse arrive jusqu'au marchand. Si on regarde ce que fait Worldline, Worldline est présent sur tous les compartiments du game. Il a la capacité d'être le point d'entrée pour un marchand et le marchand n'a plus à s'occuper de toute cette partie-là. Tout est intégré. Et bien sûr, Worldline, comme tout bon leader européen qui se respecte, sait parler tous les langages existants, les wallets, les cartes bancaires, carte bleue bien sûr, l'American Express, etc., etc. Donc vous voyez que là, l'acteur, il n'est pas seulement un processeur, un acquéreur de l'orchestration, il fait vraiment tous les compartiments de la transaction de A à Z. Donc ce qu'on peut rajouter comme type de paiement, on va avoir les paiements en ligne, les paiements omnicanaux, mais aussi les paiements transfrontaliers. Donc avec les taux de conversion, les approbations, donc ça rajoute une couche en plus. Bien sûr dans des secteurs d'activité très très variés. Pour prendre quelques exemples très concrets, le premier ça va être les péages, pour les personnes qui ont connu comme moi les péages avec des gens à l'intérieur. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Maintenant, le péage, c'est du paiement en ligne avec le télépéage, c'est du paiement carte bancaire souvent avec le sans contact, et un tout petit peu de paiement en espèces. Les machines à café dans les stations essence, le sans contact a un petit peu révolutionné les usages. Cette tendance, c'est vraiment une tendance lourde, et Worldline, pour le coup, c'est un acteur qui est positionné sur cette tendance. Il est là pour prendre la croissance de la tendance. Il est juste positionné sur le bon segment. La tendance, elle est sur les paiements en ligne, elle n'est pas sur comment mieux accepter le cash, comment mieux gérer le cash. L'avenir, bien sûr, c'est le mobile. J'en ai déjà parlé, mais si on prend la Chine, on a des perspectives sur le devenir du paiement en Europe. Worldline, c'est aussi des solutions de traitement de paiement pour les institutions financières. Plusieurs solutions par rapport aux tendances dans le paiement. La première tendance, c'est le Buy Now, Pay Later. Donc c'est achète maintenant, paye plus tard. Donc on a un marché qui représente 190 milliards de dollars en 2023. En 2028, il va représenter 326 milliards de dollars. Donc on est vraiment sur une tendance lourde en Europe. Donc là, c'est des tendances sur lesquelles est positionné Worldline. Par exemple, le live shopping, on en a parlé par exemple dans la vidéo sur Alibaba. Vous avez des influenceurs qui vont vous présenter des produits en live, et pendant le live, vous pouvez d'ores et déjà acheter le produit qui vous est présenté sous vos yeux ébahis. On a maintenant les virements qui sont instantanés, on va avoir maintenant des paiements qui seront instantanés sur la carte bancaire et sur le compte. Le shopping, la tokenisation, la banque du rap. Alors la tokenisation, c'est super intéressant. Il y a une vidéo de Worldline qui l'explique très très bien. Je vais prendre un exemple tout con. La prime de rentrée, si elle était tokenisée, on donne cette prime de rentrée aux personnes qui ont des enfants pour leur acheter des fournitures scolaires, etc., etc. On pourrait réduire la capacité d'achat par les tokens à simplement des fournitures scolaires et du matériel et des habits pour des élèves. Donc cet argent, elle pourrait être vraiment ciblée
obligatoirement sur des produits, des fournitures scolaires et non pas sur des écrans plats pour regarder la Coupe du Monde. Et c'est une utilisation parmi tant d'autres pour la tokenisation. Je mettrai le lien vers la vidéo parce qu'il y a l'explication est excellente sur la blockchain. Les solutions, on a Worldline qui est pionnier dans les solutions de paiement instantané. Worldline choisit Castle Technologies pour déployer des terminaux de paiement Android. J'ai choisi cet article du journal du net. Worldline capitalise sur un Delta Lake pour rendre ses paiements intelligents. Worldline s'est tourné pour ce projet vers Delta Lake de Databricks, qui est hébergé et managé sur le cloud de Azure Microsoft. Donc voilà, forcément Azure Microsoft numéro 1 mondial du cloud. Worldline a décidé de basculer il y a 5 ans son data lake dans le cloud. Donc voilà, c'est des volumes qui sont considérables et l'objectif c'est des volumes massifs de données vont être propulsés par des moteurs d'intelligence artificielle qui vont se nourrir de ces derniers. Et l'IA va permettre d'optimiser les opérations financières. Une société comme Worldline, elle investit en permanence sur les tendances des 10 prochaines années. Par exemple, en ce moment, on teste dans notre laboratoire ici à la Défense le paiement palmaire. On va faire une petite analyse des résultats qui ont été publiés par Worldline parce que c'est intéressant de voir les derniers résultats, les guidance, voilà, un petit peu croiser toutes ces informations-là. Donc l'US1, c'est 9,3% de croissance organique avec 13,5% sur la partie service aux marchands. Sur la partie paiement. On a les ambitions 2024, 9 à 11% de croissance de revenus, plus de 400 BPS sur la période et 50% de conversion en free cash flow à 2024. Donc ça c'est les guidance, les objectifs pour 2024 sur un plan triennal. 2023, donc, et pour être dans la trajectoire du plan, il faut être entre 8 et 10% de croissance organique. On est à 9,3, donc c'est parfait. Il faut être au-dessus de 100 BPS sur l'OMDA. On est à 80 actuellement sur le S1, donc on est 20 points en dessous. Et on est à 44,7, donc on est 2% en dessous sur les free cash flow. Effectivement, ce qu'il faut lire sur le S1, c'est qu'on n'est pas forcément exactement aux objectifs sur ces deux points, très légèrement, mais les guidances sont confirmées sur 2023. Et la trajectoire sur 2024 est conservée. Donc il faut présupposer que Q3 et Q4 vont devoir être meilleurs pour tenir les guidance de 2023. C'est pour ça qu'il faudra être vigilant sur les résultats du Q3 et bien vérifier que ces 3 points sont bien dans la bonne fourchette sur le Q3. Donc les initiatives stratégiques, on en a déjà parlé. Le joint venture avec Crédit Agricole, elle est très bien positionnée chez les artisans, les commerçants et les professions libérales. Worldline, sa stratégie de développement, c'est prendre une banque, lui proposer un partenariat, déployer le partenariat dans le pays sur lequel opère la banque. On est vraiment sur des procédures qui sont très bornées, très classiques. Donc on a un déploiement qui est rapide. Concernant Banco Desio et l'autre banque, Banco del Fucino, on est sur une stratégie de renfort sur le marché italien. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui est plutôt attractif. Il y a encore beaucoup de cash en Italie, plus de 50%. On a vu qu'en Europe, en moyenne, c'est 42%, qui fait un potentiel de croissance qui est très très intéressant. Ce qui est important de constater, c'est la rapidité à laquelle Worldline met en œuvre ces intégrations. C'est les alliances entre les très grandes banques qui ont des marques puissantes, une capacité de distribution qui reste remarquable, et des acteurs comme nous qui apportent l'échelle pan-européenne, la force de l'innovation. Ça marche très très bien. Nous, on a fait plus de 10 partenariats bancaires à travers toute l'Europe. Rien que l'année dernière, on en a annoncé 4 en Suède, en Italie, en Grèce, même en Australie. Le nerf de la guerre, c'est l'acquisition de nouveaux clients. Donc on a quand même gagné un bon 10% de marchands en plus. Et pour les webshops, c'est pareil, on a gagné 20 000 webshops. C'est vraiment énorme. Et la tendance, elle est toujours à la croissance. Vous voyez, le cours de bourse, il est inversement proportionnel au chiffre d'affaires. Je trouve ça étonnant. Donc les commerçants, c'est des commerçants de qualité. Worldline, c'est un leader et il travaille avec des grosses boîtes. Donc il va bosser pour Intercontinental, pour Aldi, pour L'Oréal, pour Sephora, pour Shine. C'est des volumes qui sont énormes. Et bien sûr, c'est des solutions multicanales. Donc on va avoir les upsells de clients existants et les nouveaux clients. Donc Swissair, Système U, Wigo, il y a du volume de paiement. On peut constater qu'il y a du savoir-faire qui est demandé. Et dernièrement, sur le Q2, les nouveaux entrants. Donc vous avez Valve avec le magasin Steam, Blizzard Entertainment, et Dieu sait que c'est pas des nains de jardin qui rentrent, qu'on est sur une entreprise du CAC 40 qui a un savoir-faire qui est énorme, et donc forcément, il fait pas le site internet de Jean-Claude le plombier. Justement, il va peut-être faire le paiement de Jean-Claude le plombier, au même titre qu'il va pouvoir développer le paiement de tous
tout le magasin Steam. C'est là qu'on voit que la solution est très performante. Des forces d'un groupe comme Worldline, c'est qu'on permet à des entreprises de toute taille de se digitaliser, de pouvoir prendre des commandes à distance, de pouvoir être payé par une app en magasin, de pouvoir, s'il y a trop de monde à la caisse, avoir un autre parcours client. Avec une grosse adaptabilité. Donc voilà, moi ce que j'aime dans cette entreprise, c'est une entreprise qui explique sa stratégie et qui dit ce qu'elle va faire. Et ce que j'aime encore plus, c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle a dit. Sa stratégie de croissance externe, elle est documentée. Et là, on a une campagne d'obligation à 600 millions pour donner des cartouches à Worldline pour faire des acquisitions. Le directeur général le disait dans une interview, ils sont capables soit de proposer des partenariats à des petites entreprises mais qui sont des perles technologiques pour aller chercher de la compétence, de l'innovation, tout aussi bien aller chercher des partenariats avec des grosses banques, avec des gros acquéreurs pour faire de la croissance dans de nouveaux pays, comme ils ont fait en Australie et en Nouvelle-Zélande avec ANZ, comme ils ont fait avec l'Italie, etc., etc. Donc voilà, on a vraiment ces deux piliers de la croissance externe, et le bras armé de cette croissance, c'est cette dette qui reste importante, mais qui est maîtrisée. Il faut que je vous parle de Adyen. Adyen, c'est une entreprise de paiement. Pour mémoire, ils ont un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. C'est 3 fois plus petit que Worldline, pour vous donner un ordre d'idée. Par contre, en termes de valorisation boursière, c'était une entreprise de super croissance. C'est une entreprise qui est valorisée sur un PER énorme. Donc forcément, quand on est valorisé sur un PER énorme, si on a des résultats qui déçoivent un peu, on va automatiquement se prendre une grosse clacasse. Forcément, dans leur présentation, ils ont essayé de tout mettre en vert pour dire « regardez, c'est vert !» Et le marché, il a vraiment pas bien réagi. Donc voilà, l'accident Adyen, la situation ne s'arrange pas pour Adyen. La fintech néerlandaise chute encore ce lundi, alignant une 7e séance consécutive dans le rouge. Alors autant dire qu'on a aligné encore plus de séances dans le rouge depuis. Le plongeon d'Adyen a eu pour effet d'accentuer encore la baisse d'un secteur déjà particulièrement malmené. Effectivement, par exemple, Worldline avait déjà pris cher dans son cul. Donc, les multiples de Worldline à environ 16 fois les bénéfices ajustés. Maintenant, actuellement, c'est 9 fois les bénéfices ajustés. N'ont absolument rien à voir avec ceux de la star déchue néerlandaise qui pesait 50 milliards d'euros fin juillet avant de plonger, soit 38 fois les revenus de l'année et 68 fois son EBITDA. Adyen avait une valorisation de malade. Donc le moindre pet de travers, tu prends une grosse claque dans la gueule. C'est normal. Mais pour Worldline, qui a une valorisation qui est quand même plutôt raisonnable, c'est pas normal qu'elle se prenne aussi une baffe dans la gueule, alors qu'elle avait présenté des résultats qui étaient conformes. C'était un peu injuste en fait. Pour le coup, c'était un peu injuste. Démarche supérieure au consensus, un titre qui se négocie 9 fois l'EBITDA, là maintenant c'est plutôt 7 fois l'EBITDA, la croissance organique qui se maintient à 9%, tout ce qu'on a vu dans les résultats tout à l'heure de Worldline. Les entreprises qui surperforment, c'est les leaders. C'est les leaders qui vont survivre au vent contraire. Il va me falloir beaucoup de temps pour que ça... Alors, la valorisation selon Hibou, vous savez que c'est un outil que j'utilise énormément. C'est un outil que j'aime beaucoup, qui est très pertinent. En revanche, en parlant de pertinence, là, on a une droite de régression qui commence en 2014. On n'a même pas 10 ans de recul sur la droite de régression. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que bon, on a vu le massacre, mais voilà, on a atteint 23,97 vendredi, et on est à 3 écarts types. Donc c'est énorme, 3 écarts types, juste c'est énorme. On a un historique de droite de régression de 12,8 et une performance de l'action à 5 ans de 38,7%. Si vous rentrez maintenant sur le dossier... Parce que, mais oui, bien sûr, moi vous avez vraiment la capacité de faire de la plus-value. La marge de progression est très importante. D'autant que, on va le voir, la société est vraiment très sous-évaluée. Selon Zone Bourse, donc vous voyez, moins 37,26% au 1er janvier. Hier, elle a pris moins 4,38%. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Pour une entreprise qui a des fondamentaux qui sont très bons, une valorisation qui est plutôt sous-valorisée, le consensus est plutôt bon, une bonne visibilité pour la boîte. Intrinsèquement, elle a un profil qui est plutôt bon. Une dette qui est maîtrisée. Alors oui, on a un ROE qui est plutôt faiblard, entre 5 et 7. Le ROA, bon voilà. Donc on a un chiffre d'affaires qui est en progression, avec des marges entre 19 et 20%, c'est complètement honorable. Des marges nettes qui restent importantes, entre 6 et 8%. Ça pourrait s'améliorer jusqu'à 10, donc c'est pas mal. Et donc des free cash flow qui sont en augmentation constante. Je veux dire, cette entreprise, elle a délivré de façon constante de la progression. Dans tous les niveaux, elle a délivré de la progression.
l'EBITDA augmente, le chiffre d'affaires augmente, la marge nette, elle augmente, les free cash flow, ils augmentent, le ROE, bon, il se maintient, la dette nette, elle diminue. Dernier point à prendre en compte, le PER. Donc le PER 2023 estimé 9,84. Nani? Pour une boîte comme ça, sincèrement, un 9,84, c'est donné, quoi. C'est donné. Alors, ceci ne représente pas un conseil en investissement, mais ça vous montre seulement la démarche que j'ai eue pour voir ce fameux couteau qui tombe, cette entreprise qui est en tendance baissière complètement hallucinante. Mais si on va creuser, on se dit, ok, le marché n'en veut pas. Mais moi qui ai un horizon d'investissement de 5 ans, une entreprise qui délivre comme ça, tout est au vert, tout est en positif, tout est maîtrisé, je comprends le business, je comprends la stratégie, je vois que la stratégie qui est énoncée, elle est déployée. J'ai pas de raison de m'inquiéter, sincèrement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais rentré avec un PRU de 33 € sur Worldline. J'ai renforcé à 24 €. S'il le faut et si je peux, je pense que je ferai une dernière petite lichette de renforcement si ça continue de descendre. Voire même si ça prend une tendance haussière à un moment, je pourrais renforcer pour prendre le momentum. À 22,92, je renforce sans aucun problème. Ça me fera baisser mon PRU. Un point négatif quand même pour cette entreprise, c'est qu'elle ne verse pour l'instant pas de dividendes. Pour pas mal de potes et la communauté de Morning, le dividende c'est sacré. Donc voilà, Worldline, désolé, ne verse pas de dividendes. D'ici une dizaine de jours, on va avoir les résultats du Q3. Ça va être très riche d'enseignements parce que si on a des résultats bien sûr qui sont conformes à la stratégie et à la tendance du S1, franchement ça peut être que du bon. Dans les risques, c'est que Worldline se casse tellement la gueule qu'il sort du 440. Dans les autres risques, il y a la possibilité d'une grosse disruption technologique, ça on n'est pas à l'abri. Il y a aussi la possibilité que Worldline soit racheté par une grosse boîte qui voudrait intégrer du paiement. Voilà, donc pour Worldline, je relève le défi, je ramasse le couteau qui tombe. J'ai mis mon gant en côte de maille pour l'attraper parce que je suis serein sur le dossier. J'ai fait, comme on dit, j'ai fait mes homework. Là, je me dis plutôt que j'ai une entreprise qui est en bonne santé, qui délivre de la qualité, qui a des chiffres qui sont excellents. Et surtout qui est sur une tendance lourde de la digitalisation des paiements. La tendance, elle n'est pas au retour du cash. Alors effectivement, s'il y a une guerre civile en Europe, peut-être que ça sera le retour du troc. Mais là, ça sera le dernier de nos soucis d'avoir investi dans Worldline. Sur ces bonnes paroles, putain, le truc affreux quoi. Sur ces bonnes paroles, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, ça m'aide énormément, c'est important pour la croissance de la chaîne et pour que je continue à faire des vidéos. Et comme d'habitude, je vous laisse avec la vidéo bonus. À bientôt. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con.